Bonjour à tous, Benjamin Crépel, Société Oléap. On va démarrer le live tous ensemble. Est-ce que déjà vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend correctement. Parfait. Donc, bienvenue à tous. C'est un format un peu particulier qu'on joue aujourd'hui. On a essayé d'adapter au contexte d'aujourd'hui un format un peu sympa en live où on va explorer ensemble des données du cinéma. On va vous expliquer tout ça. Donc là, l'idée, c'est de faire parler un peu les données du cinéma, de voir ce que ça peut donner, d'essayer de tirer des tendances sur les films, sur les budgets, sur les films les plus rentables. On va s'amuser avec tout ça tous ensemble ce matin. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, eh bien, chez Oléap, on est, nous, intégrateurs Microsoft. Donc, on a une activité Microsoft BI voilà, d'intégration. Et on a 3 grands métiers chez Oléap. On intègre des outils de gestion avec la marque Sage. On intègre les outils CRM avec Salesforce. Donc, et tout ce qui est développement autour de Salesforce. Et nous avons notre troisième métier, qui est celui qu'on anime autour du live ce matin, qui est le métier de faire parler la data. Et là, on propose à nos clients les solutions Microsoft. Voilà. Et dans ce cadre-là, ce matin, on fait un live de bout en bout où on vous montre, en partant de zéro, avec une feuille blanche Power BI, comment se connecter à des données, les relier entre elles, puis les faire parler en créant des rapports. Donc, on va voir tout ça de bout en bout ensemble ce matin. Chez Oléap, on a une 50aine de collaborateurs nous sommes basés donc à Nantes, donc l'ouest de la France, et on couvre tout l'ouest de la France. On existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce matin, c'est Alexandre qui m'a répondu à l'instant qu'on m'entendait bien, qui va animer la séance. Donc Alexandre, il va se présenter, je vais le laisser se présenter, et puis je vais lui laisser la parole, c'est lui qui va prendre le relais. Et moi, j'animerai un peu les questions dans le cadre du chat. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous ce matin, c'est important. Alexandre le répétera. Il vous posera peut-être des questions de temps en temps, mais l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu convivial où on interagit un peu tous ensemble, vous posez des questions, moi j'essaierai de les filtrer et puis de les reposer à Alexandre à voix haute. Voilà comment est-ce qu'on va fonctionner. Donc je vais laisser la main maintenant à Alexandre. Oui, merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, Alexandre Lalande, je fais partie de l'équipe BI chez Oléap. Notre équipe BI, elle représente une dizaine de personnes chez Oléap. On ne fait pas que de la BI. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Oléap. Et on fait beaucoup de Power BI, car nous, on est mono-éditeur sur chaque solution. Donc, sur la BI, on fait que du Microsoft. Forcément, Power BI, c'est un outil qui est en forte croissance dernièrement. On en fait de plus en plus. Et voilà, ça fait 1 an que j'en fais quand même pas mal. Donc, je suis content de vous montrer aujourd'hui comment faire un rapport Power BI de bout en bout. Comme vous disait Benjamin, on va tout faire de A à Z. Donc là, on va aller jusqu'à aller récupérer des données en open data sur Internet, les formaliser dans Power BI, les nettoyer, les transformer pour avoir un jeu de données concret, avant de faire ensuite du visuel avec la data visualisation que permet Power BI. Donc, vous avez normalement un petit onglet conversation que Benjamin vous en a déjà parlé. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je ne sais pas comment il apparaît de votre côté de l'écran, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et effectivement, elles ne vont pas être publiées directement à tout le monde. Benjamin va faire un premier filtre. Et moi, je serai peut-être un peu trop concentré dans ma présentation. Donc, effectivement, Benjamin, n'hésite pas à m'interrompre pour me dire hey, il y a une petite question intéressante. J'hésiterai pas. Alors, je pense que pour tout le monde, en fait, avec votre souris, vous allez un petit peu en bas de votre écran, vous avez un pop-up avec une barre qui apparaît et vous avez affiché la conversation ou le volet questions-réponses. Je pense que ça s'appelle soit conversation, soit questions-réponses. N'hésitez pas à interagir avec nous, ce sera plus fun. Et puis surtout, si on peut répondre à des questions en live qui peuvent aiguiller les autres, ça peut être utile. Ok.
Du coup, vu qu'on va tout faire un peu de A à Z, il y aura une partie qui sera peut-être un peu technique, vu que là, il y a un public, je pense, qui est très hétérogène, vu que vous êtes là, on est à 43 participants déjà, par exemple. Pour certaines personnes, ça sera peut-être un peu trop technique ce que je vais faire. Pour d'autres, ce sera peut-être pas assez poussé. J'essaye de faire un truc un peu entre les deux. Donc, j'espère que tout le monde pourra arriver à suivre et que vous y trouverez tous un peu votre compte. Alors, première chose, on fait tout de bout en bout. Donc, je vais commencer par aller chercher un jeu de données. Alors, je vais quitter le PowerPoint. Hop. Chercher un jeu de données sur Internet. Il existe pas mal de banques de données sur Internet, plusieurs sites qui le font. On a par exemple déjà data.gouv.fr, qui est quand même le site du gouvernement qui propose pas mal de données. On a aussi le site de l'INSEE, que moi j'utilise de temps en temps, notamment pour des données géographiques, tout ce qui est code postal, ville, département. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher la base de données au niveau de l'INSEE, parce que on les a pas de notre côté, hein, forcément, toutes les villes qu'il y a en France. Il y a aussi un site internet sur tout ce qui pour récupérer les sirènes de toutes les entreprises françaises. Pareil, là, c'est une grosse base de données, mais ça peut toujours être intéressant quand vous avez besoin de vous créer une base de données avec des sirènes d'entreprise. Voilà, il y a ce site-là qui existe. Alors, Et nous, cette base, elle est importante. Juste, Alexandre, je rebondis. Ça ouais, s'appelle la base Sirène avec un E. ah oui, Si vous tapez base Sirène sur Internet avec un E, c'est vrai que c'est une base qui peut être très utile dans le cadre de vos activités parce qu'elle répertorie et met à jour tous les mois l'ensemble des entreprises et des établissements de France. Et nous avons le nom de la société, son code NAF, les tranches de salariés. Donc pour alimenter un CRM en faisant des filtres, un peu des filtres sur des critères particuliers, c'est une base open source, gratuite, qui est mise à jour tous les mois par l'INSEE, super fiable donc, et qui permet assez facilement d'alimenter des outils CRM. Donc l'open source, attention, il y a quand même des bases qui sont super chouettes dans le cadre du business également, qui peuvent permettre d'alimenter vos data, vos ERP, vos CRM. Je te redonne la main, Alexandre, je t'en prie. très bien. Et pour ce Live Power BI, on a décidé d'utiliser le site internet qui s'appelle data.world, qui contient pas mal de jeux de données. Alors par contre, c'est un site qui est en anglais, mais là, il suffit juste de chercher un jeu de données, par exemple là sur la santé. On a juste à taper un mot-clé, et là, on a une liste de jeux de données qui apparaît avec, voilà, on peut voir un peu rapidement là, il y a 3 tables sur ce jeu de données qui est là, et puis il date d'il y a 2 ans. Il y en a beaucoup, vous pouvez vous amuser à en chercher énormément. Comme on vous l'a dit, nous, on a eu envie de s'intéresser au cinéma parce qu'au moins, c'est des données qui parlent à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences dans un domaine particulier pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on n'a pas non plus été chercher très loin. On a pris le premier, quand vous tapez Movie sur ce site-là, il y en a un de James Gaskin qui date d'il y a 3 mois. Et c'est celui-là sur lequel on va se baser. Alors quand on arrive, on clique dessus, on arrive sur une page qui nous dit la base de données, elle correspond à un fichier qui s'appelle View, qui a 3 onglets. Et voilà, là je vois vite fait un aperçu de mon jeu de données. Donc je peux voir que j'ai des films avec des informations, les personnages qui ont joué dans les films et les acteurs. Je me lance, je télécharge le fichier. Bon alors par contre, ce qui est un peu, c'est un fichier qui est de type Excel, mais le problème c'est que ça ne l'affiche pas vraiment tel quel. Donc, hop, je vais passer sur mon bureau. Là, ça vous a téléchargé un View, ou là un View 3 pour moi parce que j'en avais déjà plusieurs. Il faut juste le renommer en Movie. Alors je vais mettre Movie 2 parce que moi j'en ai déjà un .xlsx pour dire Excel. Et là, hop, le fichier, on va pouvoir l'ouvrir. Donc voilà le jeu de données avec lequel on va jouer aujourd'hui. Bon, on peut voir que niveau des films, je crois qu'il y en a à peu près 600. Voilà, c'est pas non plus une grosse base de données, mais bon, il y a de quoi faire quand même. Je vois, alors c'est en anglais, hein, donc forcément, on va être bilingue tous ce matin. On a le budget qu'a coûté chaque film, le revenu qu'il a généré, sa date de sortie, quel type de film c'est, la durée du film et ses notes. La note qu'il a obtenue sur 10 et le nombre de notes. On peut imaginer que ça vient aussi encore d'une autre base de données comme IDMB, je crois. Je sais plus c'est quoi le site
le Allociné américain. Ouais, voilà, chez nous, ce serait Ouais. Ce serait Allociné chez nous, effectivement. Et le sommaire. On peut voir du coup que ce fichier est composé de 3 onglets. Hop. On a aussi des personnages. Bah, forcément, là, le personnage, on va voir qu'il est lié à un film et à un acteur. Ça tombe bien, c'est lui qui va faire le lien entre nos différents onglets. Et puis après, à peu près 2600 acteurs qui sont répertoriés. Si je regarde là le nombre de noms vides. Voilà pour notre jeu de données. Je ferme ça. Et là, l'idée, bah, bien sûr, ça va être d'ouvrir un Power BI. Voici la page d'un Power BI. Alors, je vais passer rapidement dessus pour ceux qui n'ont peut-être jamais ouvert Power BI. Ça se compose tout le temps de la même manière. C'est quand même un logiciel Microsoft qui va reprendre un peu les mêmes fonctionnalités qu'un logiciel type Word qui fait partie de la suite Office 365. C'est-à-dire, on va retrouver notre menu contextuel en haut avec différents onglets dans lesquels je peux naviguer. On va voir que ce menu contextuel, il va être très très utile. Toutes les options qui vont nous être utiles au niveau de l'alimentation de notre jeu de données vont se trouver là. On a à chaque fois au milieu la zone de travail, en fonction de ce qu'on fait. Ici, on est, alors vous voyez peut-être pas parce qu'en fait, il y a un trait jaune qui dit qu'on est dans l'onglet, hop, je vais faire exprès, voilà. Il y a un trait jaune qui dit ici qu'on est dans l'onglet rapport. Donc l'onglet rapport, c'est là qu'on va venir créer notre rapport Power BI, créer nos visuels. On a un encart qui permet de changer de mode justement pour passer par exemple à un onglet données, donc là qui va afficher les données qui sont présentes dans notre jeu de données, et un onglet modélisation où on va venir faire les liens entre nos tables qui sont présentes dans notre jeu de données. Vous allez voir au fur et à mesure, ça va être plus concret. Là, si pour les gens qui ne comprennent pas, ça va vite, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc l'idée, Power BI, ça s'utilise un peu de la même manière qu'un tableau croisé dynamique sous Excel. C'est-à-dire que sur la droite, là actuellement dans l'encart qui champ, on n'a rien. Mais l'idée, c'est de venir y mettre un modèle de données qui vont nous permettre, comme pour un croiseau de tableau croisé dynamique, pardon, de venir chercher des champs et de les mettre dans notre rapport en faisant des glisser-déposer. Donc c'est parti, on va maintenant créer notre fameux jeu de données que je parle depuis tout à l'heure. Alors, notre source de données, il y a 3 raccourcis qui ont été mis par Microsoft, un peu mis en avant dans Power BI, forcément, on est chez Microsoft. Excel, un jeu de données Power BI et SQL Server sont mis en avant pour le jeu de données, pour les données sources de notre Power BI. Mais Power BI peut avoir un certain nombre de sources disponibles. Là, j'ouvre juste la liste pour vous montrer toutes les sources sur lesquelles on peut se connecter pour faire un rapport Power BI. Il y en a beaucoup. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier Excel que je viens de télécharger. Donc je vais cliquer sur Excel directement. Il s'appelle Movie. Je double-clique dessus. J'arrive dans un petit navigateur qui va me dire, dans ce fichier Excel, je détecte 3 onglets. Donc quand je clique dessus, j'ai le petit aperçu qui me montre l'aperçu de cet onglet-là. C'est très bien. Et je vais venir sélectionner ceux que j'ai envie de remonter. Comme ça, si j'avais des onglets qui ne m'intéressaient pas dans ce fichier Excel, j'aurais pu ne pas les sélectionner. Je vais directement cliquer sur charger. Donc on peut déjà constater, première chose, que là, pour chaque onglet, il a généré une table qui se trouve sur la droite, qui est disponible pour déjà faire des visuels si on avait besoin. Bon, le problème, c'est que là, notre jeu de données, on ne l'a pas nettoyé et on ne l'a pas modélisé, c'est-à-dire on n'a pas fait de lien entre nos différents onglets. Donc première étape, ça va être d'utiliser le fameux ETL de Power BI. L'ETL, c'est un petit vocabulaire BI qui veut juste dire Extract, Transform and Load. Donc c'est un logiciel qui va pouvoir extraire de la donnée pour la transformer et la recharger justement ici dans notre source de notre rapport. Pour accéder à l'ETL de Power BI, il faut cliquer sur Transformer les données. Et là, on arrive sur une page éditeur, hop là, sur le côté. Est-ce que je vais réussir à le récupérer?
Voilà, on arrive sur une page qui s'appelle Éditeur Power Query. Power Query, c'est le moteur de l'ETL qui est inclus dans Power BI. Alors, moi, j'ai déjà affiché des choses, donc peut-être que quand vous l'ouvrez, je crois qu'il n'y a pas tous les paramètres. Voilà, donc je les désactive. On peut voir que pour chaque onglet, il y a une requête qui a été générée ici sur la gauche. Donc l'idée, ça va être de parcourir chaque requête pour voir si on doit un peu transformer, nettoyer, faire quelque chose pour que ce soit quelque chose de propre, afin de l'intégrer dans notre rapport Power BI derrière. Premier onglet, les acteurs. Donc moi, dans le sous-menu affichage, je vais venir activer tout ce qui est distribution des colonnes, profil de colonne, qualité de la colonne. Pourquoi? Ça va me donner déjà plein d'informations sur mon fichier avant même que je suis dans Power BI pour analyser les données. Là, il me remonte une information sur la qualité de mes données. C'est-à-dire, là, l'onglet acteur ID sur l'échantillon qu'il a chargé. Attention, pour information, là, en fait, il n'a chargé qu'un échantillon du fichier Excel. Il n'a pas tout chargé, Power BI. Donc, pour chaque colonne, il nous donne un indicateur sur la qualité des données uniquement sur une partie des données. Donc lui, déjà, pour Acteur ID, il voit bien qu'il y a 100% de mes données qui sont valides, donc qui ont bien une valeur. J'ai pas d'erreur, j'ai pas de vide. Et ensuite, le petit icône qui est ici vous dit la répartition des valeurs. Donc là, on peut voir que les valeurs sont toutes uniques parce que les bâtons font tous la même taille. Quand je compare par exemple à la ville de naissance, on peut voir qu'il y en a plusieurs qui sont nés dans la même ville parce qu'il y a un bâton qui est plus élevé que les autres. Et quand je clique dessus, on voit bien cette répartition en un peu plus gros qui se trouve en bas. Donc là, hop, il nous dit bien, en fait, là c'est facile, c'était un identifiant unique pour chaque acteur. Donc on voit bien que là, il n'y a qu'une seule valeur à chaque fois pour un acteur. Ici, il y a 58, à peu près 5%, parce que les 58 c'est sur l'échantillon, 5% des données, des acteurs qui sont nés à New York City. Donc j'ai envie de dire, j'ai déjà un peu de la data visualisation à ce niveau-là, au niveau de l'ETL. Mais bon, le problème c'est que ça, c'est pas exploitable, on est au niveau de l'ETL, c'est la partie technique, c'est pas ce qu'on souhaite afficher à nos utilisateurs quand on crée un rapport Power BI. Alors, première chose que je constate du coup par rapport à cette requête, c'est ici, je n'ai pas ma répartition. Je ne sais pas pourquoi, là, et pourtant il me dit pas qu'il y a une erreur, il me dit qu'il valide à 89% et vide 11%, mais il ne met pas la répartition. Alors déjà, ce que je constate, c'est, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que là, votre fichier Excel, l'ETL, Power BI, a déjà fait des choses un peu en automatique, parce qu'il a détecté que c'est un fichier Excel, et les fichiers Excel, il sait un peu comment les gérer, c'est un peu tout le temps de la même manière. Donc on peut voir qu'il a déjà appliqué des étapes sur mon onglet acteur. Je me remets tout en haut pour vous montrer ce qu'il a fait comme étape. Première étape, il a lu le fichier movie.xlsx. D'ailleurs, il a détecté qu'il y avait des onglets, etc. Deuxième chose, pour les acteurs, du coup, il a dit moi, je veux récupérer que l'onglet acteur et l'afficher ici. On peut voir que chaque colonne a d'ailleurs un nom qui n'a pas vraiment de nom, quoi, colonne 1, 2, 3, 4, parce que dans mon fichier Excel, les noms des colonnes étaient portés par la première ligne. C'est pour ça que l'étape qu'il a fait après, lui, il a détecté que dans notre fichier Excel, avec l'intelligence artificielle, on peut dire ça un peu comme ça, il y avait la première ligne correspondait bien aux en-têtes. Donc il a fait une fonction en-tête promue. Et hop, il a remonté du coup la première ligne en en-tête de colonne. Et ensuite, il a détecté le type de données de chaque colonne. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit bien que à cette étape-là, tout est en ABC 1, 2, 3, la petite icône qui est ici. Alors, quand je clique ABC 1, 2, 3, ça veut dire quoi? Si je vais dans transformer, on voit bien qu'il me dit ABC 1, 2, 3, donc cette colonne-là, elle est de type n'importe lequel. En gros, il ne sait pas quel type est cette colonne. Donc, il a fait aussi une étape qui détecte automatiquement, selon l'échantillon, le type de données de chaque colonne. Hop, on peut voir que mon acteur ID est devenu un 1, 2, 3. Quand je clique dessus, il me met bien nombre entier. Tout ça, si le logiciel ne l'avait pas fait automatiquement, vous aurez pu, vous, le faire manuellement, parce que vous voyez bien que la fonction en-tête promue, c'est là. Utiliser la première ligne pour les en-têtes, elle se trouve ici. Donc ça, en cliquant là, ça aurait fait exactement la même chose. Et le type modifié, c'est détecter le type de données.
voilà, si je reclique dessus, ça va me refaire même une étape. Non, ça il me dit que j'ai déjà fait. Hop. Et vous auriez pu le faire manuellement, c'est juste que là, il l'a fait automatiquement pour commencer. Le principe du coup de notre ETL ici va être d'appliquer des étapes et à chaque fois en fait la source de cette étape-là, c'est l'étape d'avant. C'est vraiment, séquentiel, chaque étape est faite une par une et c'est ce qui est en sortie de la dernière étape, c'est-à-dire ce que je vois quand je clique sur la dernière étape, qui va être réellement présent dans notre jeu de données Power BI pour faire notre rapport après. Donc, pour la date de naissance, moi je vois bien, il y a un petit problème, vu qu'il ne me met pas la répartition. Effectivement, il me dit que là, c'est de type n'importe lequel. Bah non, non, c'est pas de type n'importe lequel, date of birth, c'est une date. Là, je le mets en date. J'ai toujours pas la répartition. Alors je pense que si je clique et que je reviens, voilà, il va me recalculer, je suis sorti, je suis revenu, il va me recalculer, est-ce qu'il y a des problèmes sur cette colonne-là? Et oui, il me met, erreur 1. Alors, si, je regarde, si je descends, effectivement, là, je vois des erreurs. Si je clique dessus, 1960-0-0 n'est pas une bonne date. Ah oui, bah, effectivement. Je je ferme ce qu'il vient de faire. Donc apparemment, j'ai des dates qui n'ont pas été correctement rentrées dans mon fichier Excel. Et bien là, on va utiliser notre ETL pour dire remplacer les erreurs. Et en fait, quand il y a une date qui n'est pas au bon format, moi, je vais pas m'embêter. Je lui dis: «Bah, tu la supprimes, tu mets du nul». Hop, et là, on voit bien que je n'ai plus d'erreur et même il me dit qu'il y a 13 de mes données qui sont nulles, qui sont vides ou nulles et 96 qui sont valides. Moi, ça me va bien. Autre chose qui va être intéressant de faire pour nettoyer nos données. On a ici, par exemple, sur, l'identité ethnique de nos acteurs, on voit que là, si je clique dessus, hop, il y a 26 valeurs distinctes et quand je regarde le détail de ces valeurs distinctes, on voit qu'il y a un white avec un W majuscule et un white avec un W minuscule. Mes données ne sont pas propres. Pour nos rapports Power BI, si je vais vouloir analyser mes données selon, cette identité ethnique, je vais avoir 2 catégories de blancs alors qu'en fait, il n'en s'agit que d'une. Pour ça, pas très compliqué. Moi, je vois bien, j'ai envie que toutes mes premières lettres soient en toutes mes premières lettres de mes mots soient en majuscules. Eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit, alors si je me trompe pas, d'aller dans format au niveau de ajouter une colonne. On clique bien sur la colonne qui nous intéresse. Dans format, je me dis première lettre de chaque mot en majuscule. Hop. Et là, dans ces cas-là, je suis passé de 26 valeurs distinctes à 24. Et on voit bien que moi maintenant, mes blancs ont bien été tous récupérés dans la même valeur. Je peux voir aussi que là, il y a un African American et un avec un espace, un avec un tiret. Je vais venir modifier. Là, c'est pas très compliqué. Je vais dire, je vais vouloir remplacer. Je vais faire un clic droit, je pense, sur la colonne. Je vais venir remplacer les valeurs. Et là, moi, je vais dire, tous les tirets, tu me les remplaces par des espaces. Hop, je suis descendu à 23 valeurs. Et voilà. Alors, par contre, ah oui, c'est marrant, il y a 2 white. Je pense que c'est un problème d'espace qui doit être avant, après. Donc là, on va utiliser un truc un peu plus puissant qui s'appelle, nettoyer les données. Alors je pense que ça va être au niveau du format. Hop, j'ai cliqué sur nettoyer et lui il va pas se faire une passe et il va, un peu en automatique essayer de me nettoyer les données. Donc là, par exemple, il va me supprimer, mes, hem, mes espaces avant et après. On voit que je suis descendu à 22 valeurs distinctes. Sauf que ça m'a créé une autre colonne, c'est vrai. Ah oui, ça c'est quand on fait nettoyer, ça crée une autre colonne. Je pense que si j'aurais pu supprimer les espaces, c'était plutôt ça qu'il fallait faire. Je pense que ça aurait été ouais, ça m'a encore créé une autre colonne, une fois 20 espaces. Alors du coup, cette étape-là, bah, là, c'est pas moi qui choisis, hein, on voit bien que là, l'ethnicité, ça m'a créé une colonne pour chaque étape. En gros, bah, moi maintenant, je vais supprimer, toutes celles qui ne m'intéressent pas. Je supprime celles qui ont été créées automatiquement par l'outil. Et du coup, c'est bien la dernière qui s'appelle supprimer les espaces, qui a pas bon nom, que je vais venir renommer en double cliquant dessus tout simplement et ethnicity, si je ne fais pas de faute.
Ou en français si on veut le faire en français. Ouais, mais vu que là, tous mes colonnes sont en anglais, je vais rester Ouais. cohérent. Sinon, il faut que je traduise tout. Mais cette étape-là d'ETL, c'est vrai que ce que vous montre Alexandre, c'est très important. Dans tout projet où on travaille de la data, à moins que votre source soit absolument nickel, mais ça arrive pas souvent. Donc dans tout projet où on travaille de la data, on passe par ce module d'ETL. Alors au moins vous connaîtrez le terme, c'est un module qui permet de nettoyer la donnée et c'est indispensable si on veut pas avoir des rapports. Par exemple, dans un camembert, là, il nous aurait sorti 10 whites différents parce que white avait des espaces, pas d'espace, des majuscules, pas de majuscules, alors qu'on parle bien d'une seule et même ethnie. Donc c'est très important cette phase de nettoyage de données, c'est indispensable même à tout projet BI. Et malheureusement, c'est ce qui prend le plus de temps. Souvent, c'est le nettoyage des données. La partie ETL est une partie qui prend du temps, mais on est un peu obligé d'y passer. Autre chose là que je peux faire rapidement, c'est que moi je vois que net worth, je sais même pas trop à quoi il correspond, mais je vois qu'il y a que des valeurs vides. Que c'était une colonne dans mon fichier Excel qui en fait ne sert à rien. Bah, je vais venir la supprimer parce que j'ai pas envie de l'avoir dans mon jeu de données. Ça ne sert à rien d'avoir des jeux. Et en faisant juste un clic droit supprimer, on voit bien qu'il m'a rajouté l'étape colonne supprimée ici. Hop, je l'ai supprimé. Dernière chose que j'ai envie de faire, c'est que je vais vous montrer aussi comment créer, en tout cas sur l'onglet, sur la requête acteur, comment créer une nouvelle colonne. Ici, on a la taille en pouces. C'est le format américain. Bah, moi, je suis français. Je préfère le système métrique. Ça tombe bien, moi, je sais c'est quoi la règle de calcul pour transformer du pouce en mètre. Donc, je vais ici aller dans ajouter une colonne et je vais faire une colonne personnalisée. Donc là, il me dit quel est le nom de la colonne que vous voulez personnaliser. Ben, moi, c'est je vais rester en anglais pour dire la taille, mais je vais mettre en meters, en mètres. Et c'est simple, c'est une formule qui va récupérer pour chaque ligne la taille de mon acteur. Et là, je viens faire une multiplication fois 0,0254. Alors ça doit être des centimètres alors. Bah non. Ah non, mètre, bien vu. J'ai vérifié avant, Pas avant de mal. faire. Hop, et du coup, on voit bien qu'il m'a créé une nouvelle colonne calculée en fonction de la première. Donc 74 pouces, ça représente 1,88 m à peu près. Encore une fois, on voit que là, mon type de données n'est pas bon. Donc je vais venir le modifier comme j'ai déjà fait tout à l'heure en nombre décimal. Et puis voilà. Du coup, moi, limite, les pouces, j'ai plus envie de les voir. Je les supprime. Moi, je voudrais voir que les meters dans mon jeu de données. Je crois que c'est les seules choses que je voulais vous montrer. On voit déjà qu'il y a quand même pas mal d'étapes qui ont été faites. Pourtant, j'ai fait que les choses très simples. Je n'ai utilisé que les menus qui se trouvent en haut. Donc, rien de bien compliqué. Il faut juste cliquer, chercher. Ou alors, des fois, le menu qui se trouve sur le clic droit au niveau de la colonne. Mais c'est quelque chose qui est quand même très accessible, à la portée de tous. Il faut juste un peu de manipulation, bien sûr, pour y arriver. C'est pas forcément inné. Mais il faut juste manipuler un petit peu pour arriver à faire ce que je viens de faire. Alors, la dernière étape que je vais faire, là, en fait, il me ment un peu, comme je vous le disais, Power BI, il utilise qu'un échantillon pour me donner ces valeurs qui sont là, la cohérence des données. En fait, je le sais qu'il m'a récupéré des valeurs nulles, parce que j'ai déjà regardé les jeux de données, moi. Donc là, je vais quand même venir filtrer mes données pour qu'il m'enlève toutes les valeurs qui sont non nulles. Vous allez mieux le voir sur les onglets après. Mais je vais faire du coup un petit filtre que je ne vois pas là, parce que c'est pas forcément... Ah non, c'est là, pardon. Je vais venir cliquer sur la petite icône, et je vais venir filtrer. Je ne veux pas les valeurs qui sont égales, n'est pas filtré est différent de nul. Je ne garde que les valeurs qui sont différentes de nul au niveau de notre identifiant. Voilà, on a l'impression que j'ai rien fait, mais en fait, il y avait des données qui étaient nulles. Et pour information, donc si ici je viens filtrer, on pourrait croire qu'on est un peu dans un Excel. Genre si je viens filtrer sur un truc, ça me le filtre dans mon affichage, mais en vrai, ça ne me le filtre pas dans mon jeu de données. Non, là, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas dans un Excel, vous êtes dans un ETL. Si vous venez filtrer ici, oui, ça filtre l'affichage, mais ça filtre aussi au niveau de votre jeu de données accessible dans Power BI. Les données filtrées ici ne seront pas présentes et ne pourront pas être affichées dans le Power BI. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions autour de l'ETL. Alors déjà, les étapes que l'on voit qui sont appliquées à droite, donc les étapes qu'Alexandre a appliquées,
Ces étapes-là, attention, elles ne modifient pas le fichier source, soit votre base de données de RP, soit votre fichier Excel source. Lui, il reste intégré intact. C'est juste la façon dont Power BI va interpréter ces données. Il va appliquer ces étapes-là. Ensuite, j'ai beaucoup de questions liées aux automatismes. On ne le fait qu'une seule fois, l'étape d'ETL. Lui va enregistrer les règles et après, à chaque fois que votre fichier Excel arrive, il faut que le fichier Excel soit formaté pareil au départ. Mais en automatique, l'ETL va appliquer toutes les modifications que nous venons de faire là. Donc ça veut dire que, par exemple, sur cette base de données data.world, on se reconnecte dans 2 mois. Il y aura une mise à jour de la base de données, on n'aura plus 600 films, mais on en aura peut-être 1000. Eh bien, en automatique, toutes les requêtes que l'on vient de faire vont s'appliquer quand on attaquera le nouveau fichier. Hein, donc ça, on le fait qu'une seule fois, la phase ETL. On lui dit une fois comment faire et après, c'est automatique. J'espère que la réponse de Benjamin vous a correspondait bien à vos questions. En tout cas, c'était clair pour moi. Ok, donc on a fini sur l'onglet acteur. Pour moi, il est propre. J'ai plus rien à présenter. J'ai vite passé du coup sur mes autres requêtes. Ici, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Bah ouais, je vois que j'ai des colonnes qui sont un peu vides, qui servent à rien. Je vais les supprimer. On peut voir que les premières étapes, comme je vous l'ai dit, elles ont été aussi faites sur cet onglet-là, hein, l'entête promue et la détection automatique de chaque type de données. Je sais, bah là il les affiche pas, mais je sais aussi qu'il y a quand même des valeurs qui sont nulles au niveau des Movie ID, donc je vais venir faire exactement la même chose que tout à l'heure. Filtrer n'est pas égal nul. Hop. Pour être sûr que d'avoir des données cohérentes. Et puis voilà. Au niveau de mes films, ah bah là vous le voyez là, il me dit bien qu'il y a 38% de vide, 60% de valide. Donc là, il a bien détecté dans son échantillon qu'il y avait des movies qui étaient avec un identifiant nul. C'est-à-dire, et en fait, si je les regarde, je vais vous les montrer. Hop, je ne montre que les nuls. On voit bien que toutes les valeurs sont nulles. Je supprime cette étape que je viens de faire là parce qu'elle ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je voulais faire. Et je viens filtrer n'est pas égal différent de nul. Hop. Et donc là, j'ai bien 100% de mes Movie ID qui sont valides et bien renseignés. Là-dessus, je crois que j'avais envie de tout garder. J'ai pas grand-chose à dire. Alors, je vais quand même vous présenter une dernière petite chose qui pour moi est intéressante. Alors là, par exemple, le MPAA rating, en gros, c'est les recommandations, chez nous, c'est les recommandations du CSA, c'est-à-dire interdit aux moins de 12 ans pour regarder un film, etc. Donc moi, j'ai un peu triché, j'ai un peu complété notre jeu de données. Donc en fait, j'ai créé un petit jeu de données, un petit fichier Excel qui me dit pour chaque MPA rating, bah, le CSA rating qui correspond bien. Ok, là, je me suis permis une petite traduction en français pour nous, pour que ce soit plus simple à comprendre, parce que G et R, personnellement, moi, ça voulait rien dire. Donc ça, je vais vous montrer que même si là, j'ai un jeu de données, bah, en fait, je vais rajouter un autre fichier Excel dans mon ETL. Alors pour ça, je vais rajouter une nouvelle source, Excel aussi, qui s'appelle, je crois que je l'ai mis sur mon bureau, hop, MPS, voilà, c'est le fichier que je vous montrais. Je double-clique dessus. Là, je me permets juste de faire un petit parallèle pendant qu'Alexandre manipule. En fait, cette étape-là, on l'utilise beaucoup en entreprise. Par exemple, imaginons que les 3 précédentes tables, ce soient des tables qui viennent de votre ERP, et puis que vous ayez des budgets dans un fichier Excel. Eh bien, par exemple, vous allez pouvoir venir comparer le réalisé de l'ERP ou du CRM face à des objectifs ou des budgets qui ont été saisis dans un fichier Excel. Donc là, je viens mélanger la source de données de l'ERP, qui peut être du SQL ou ce qu'on veut, de la source d'un fichier de budget qui est, lui, du Excel. Et ça vient permettre de confronter plusieurs sources, mais aussi de rendre Excel, finalement, comme Excel sert de matrice de saisie, si vous voulez. Là, finalement, c'est ce que Alexandre a fait. C'est une table de correspondance, lui, qu'il a fait en l'occurrence.
Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir plusieurs sources de données dans un même Power BI et on va pouvoir ensuite fusionner des requêtes ensemble. Donc, c'était aussi ça que je voulais vous montrer. On peut voir qu'ici, déjà, il s'appelle feuille 1, moi ça me va pas, donc je vais le renommer en mode MPAA CSA. C'est la correspondance entre les deux. Et là, l'étape de la première ligne correspond à l'entête de mes colonnes n'a pas été faite. Donc, hop, je viens la faire ici, rien de bien compliqué. Je laisse ça comme ça. Et donc là maintenant, j'aimerais venir remplacer au niveau de mes films, donc au niveau de là, je voudrais remplacer tous mes PG13 par la correspondance qui va bien dans mon autre requête. Pour ça, il faut que je fusionne ces deux requêtes-là. Et bien là aussi, on pourrait croire que c'est compliqué, mais l'outil Power BI le fait de manière très très simple. Je viens cliquer, voilà, il faut juste dans Accueil, je pense. Dans Accueil, donc là au niveau de ma requête, je viens cliquer sur Fusionner des requêtes. Et là, donc là, vu que je suis dans la requête movie, il me propose la requête movie en requête principale, et j'ai envie de la fusionner avec ma requête MPA-CSA qui est ici. Et comment je vais relier ces deux requêtes-là? Je vais les relier en fonction du MPAA qui est ici, et le MPAA qui est ici, c'est bien les deux colonnes qui correspondent de chaque côté. Donc je viens les sélectionner. Et alors là, c'est un peu aussi un autre truc, le type de jointure. Alors, Je ne vais pas rentrer là, dans le détail. pour ceux d'entre vous qui connaissent pas tout ça, c'est que quand on doit, et là on va le revoir juste après tout à l'heure, là, Alexandre, ça va être un pavé de tout à l'heure, les relations entre les tables. Oui. Donc, et j'ai plusieurs onglets là dans mes requêtes, et si je veux les comparer ou les faire parler entre elles, je suis obligé de faire ce qu'on appelle une relation. Et donc, la relation, c'est quel est le dénominateur commun entre movie et le petit fichier de traduction qu'Alexandre a fait, et ben c'est la colonne MPA Rating, ce dénominateur commun. Et c'est ça une relation, c'est de trouver un dénominateur commun entre vos données pour comparer deux onglets, deux tables de données entre elles. Il faut que j'ai un dénominateur commun. Donc là, j'ai bien mis en correspondance. Je clique sur OK. Hop, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a rajouté ma requête, toute ma requête MPA, CSA là, dans ma requête movie. On peut la voir ici. Hop, sauf qu'elle contient vraiment la requête en mode requête. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc moi, je vais la déplier, tout simplement avec l'icône qui est ici. Et j'ai envie de garder, effectivement, dans cette requête-là, j'ai les deux colonnes, ces deux colonnes-là. Moi, il n'y a que celle-là qui m'intéresse. Donc je vais venir récupérer que cette colonne-là. Je clique sur OK, et la voilà. Et la correspondance ici, c'est bien faite toute seule. Eh bien, c'est cool. Moi, j'ai pas envie de garder celle-là. J'ai envie de garder que celle-là. Donc je la supprime. Et voilà, j'ai fusionné deux requêtes qui se trouvaient sur la gauche, et j'ai gardé qu'une des valeurs suite à la fusion. Je suis obligé de garder du coup cette requête-là, même si elle me sert plus à rien aujourd'hui, mais je suis obligé de la garder vu qu'elle est utilisée à ce niveau-là de ma requête movies, elle est utilisée à l'intérieur. Voilà, c'était très technique ce que je viens de vous montrer. Une étape, voilà, effectivement, pas quand on veut juste créer des rapports, créer du visuel, on peut peut-être trouver ça un peu trop technique, mais c'est peut-être plus souvent du coup fait par des développeurs. Mais en tout cas, si vous essayez, c'est quand même à la portée. On a une question que j'ai pas forcément la réponse, donc je vais te la poser. Est-ce qu'on peut faire dans Power BI, je sais qu'on peut le faire dans d'autres outils d'ETL, mais dans Power BI, faire une jointure sur plusieurs champs? Non. Ça devait être une mise à jour. Alors, je sais qu'à la base, je sais que l'année dernière, en 2019, c'était impossible, mais il devait y avoir une mise à jour pour que ce soit possible. Et je ne sais pas si c'est passé. Parce que Power BI est un outil qui est en constante évolution. Je sais que même en début d'année, c'était pas possible, mais j'ai l'impression que j'ai lu un article disant qu'ils allaient faire en sorte qu'on puisse sélectionner 2 colonnes de chaque côté d'une requête pour faire la fusion. Alors, sinon, après, il faut manipuler un peu la donnée pour faire une autre clé à ce moment-là, à partir de ces deux colonnes, pour tricher un petit peu, en attendant de pouvoir le faire nativement dans Power BI. Donc, on peut le faire quand on connaît un peu les techniques pour tricher, on va dire, mais en natif pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Sachez juste que je rebondis sur ce que disait Alexandre, Power BI, c'est un outil dont le développement est communautaire, c'est-à-dire c'est nous, les utilisateurs, qui demandons
sur un forum créé par Microsoft les Futures Updates et qui votons pour les Futures Updates. Donc c'est la communauté qui vote et tous les mois, il y a une mise à jour majeure qui sort. Donc c'est un outil où il y a des investissements énormes de la part de Microsoft. L'outil ne ressemblait pas du tout à ça il y a 6 mois. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans les bacs et dans les futurs updates à venir. Et ça, je pense que ça en fait partie puisque c'est un sujet qui a déjà été évoqué. C'est déjà fait, regarde. On peut venir sélectionner 2 requêtes et ils disent bien, attention, ça c'est la rue. Il y a des numéros qui s'affichent quand on sélectionne 2 colonnes. Donc là, je pourrais dire la colonne 1 avec la colonne 1 et la colonne 2 avec la colonne 2. Ah bah voilà. Je ne sais plus depuis quand ça existe, mais ça doit exister depuis quelques mois. Pas beaucoup, en tout cas. Je pense que ça date de 2020, cette nouveauté. Ah bon, bah la réponse est oui. Du coup, maintenant, il n'y a plus besoin de tricher, c'est natif. Du coup, j'avais lu l'article comme quoi c'était faisable, mais je l'avais jamais fait depuis. On peut faire une jointure sur plusieurs champs pour les plus techniques d'entre vous, c'est possible. Une des questions que vous posez, effectivement, il faut donc mettre à jour Power BI régulièrement sur vos postes. Oui, pour les personnes en entreprise qui manipulent, donc qui sont les créateurs des rapports, si vous voulez bénéficier des nouvelles features, mettez à jour régulièrement l'outil. Ouais. Voilà. Pardon, je vous avais perdu, mon casque a fait un truc très bizarre. Ouais, et donc c'est important de mettre à jour régulièrement l'outil, voilà. Et pour répondre, je ne sais pas si vous avez eu, parce que mon micro était coupé, mais donc oui, pour les plus techniques d'entre vous, la jointure, la relation peut se faire maintenant sur plusieurs champs, là manifestement depuis peu, parce qu'il y a eu une update. Je te laisse reprendre, Alexandre. Vous m'entendez ou pas? On t'entend, oui. Ouais, désolé. On t'a perdu manifestement, mais c'est bon. Oui, j'ai mon casque un peu rendu l'âme presque. Bon. Et c'est pour ça que j'ai eu peur qu'il y avait un bruit bizarre, j'ai eu peur que ça venait de ton micro, c'est moi qui avais coupé ton micro, mais je pense que... Non, tu peux y aller, c'est bon. Yes. Alors, donc on a fini. Alors, on a fini la partie ETL, donc je l'ai fermé, j'ai cliqué sur fermer et appliquer qui était en haut à gauche. Donc on retourne sur la première page, on n'est plus dans l'éditeur Power Query comme c'était écrit en haut tout à l'heure, on est retourné dans Power BI, donc la partie visualisation de rapport. Première chose que l'on constate, c'est ici dans l'onglet modélisation, on voit nos différentes requêtes qui sont sous forme de tables et on voit qu'elles ne sont pas reliées. Bon, en fait, on voit qu'il a fait quand même une relation en automatique. Bon, c'est ballot, c'est la relation qui ne m'intéresse plus parce que aujourd'hui, cette table-là, je l'ai inclus dans cette table-là. On voit bien que le CSA Writing est présent, donc celle-là, j'en ai vraiment pas besoin. Limite, je la mets sur le côté et je vais la masquer, c'est-à-dire c'est inutile, elle est utilisée dans le TL, mais j'en ai pas besoin dans mon rapport. Je me retrouve avec mes tables qui n'ont actuellement pas de lien entre elles. Les liens en Power BI, c'est très important. Ça va vous permettre de filtrer des indicateurs d'un côté et obtenir des mesures calculées en fonction de ce qu'on vient de filtrer de l'autre côté. Si c'est pas très clair ce que je viens de dire, ça va l'être beaucoup plus facilement avec la démonstration. Ça va permettre surtout de faire parler vos tables entre elles. C'est-à-dire quand je sélectionne un acteur et que je veux des budgets de film, par exemple, on voit qu'aujourd'hui c'est dans deux groupes de données différents. Eh bien, je suis obligé de relier ces données entre elles. Et donc là, c'est tout le travail de liaison des différentes données. Donc, les liaisons, elles sont simples. On les a déjà vues un petit peu quand on a parcouru le fichier Excel. C'est qu'un acteur, il a un identifiant qui est présent au niveau des personnages auxquels il a joué. Je vais juste faire un glisser-déposer et bam, le lien est fait. Les personnages ont joué dans des films, donc ils ont bien l'identifiant du film que je vais venir relier à l'identifiant du film qui se trouve ici. Alors, les cardinalités, bon, j'en parle rapidement, c'est pas forcément très important aujourd'hui, mais c'est pour que vous compreniez à quoi ça correspond. On a bien un acteur à jouer plusieurs personnages dans sa vie, et dans un film, il y a plusieurs personnages à l'intérieur. Ça, c'est cohérent. Ensuite, on a le sens des flèches, qui est aussi très important, et que là, moi, ça va pas me convenir. Pourquoi? Dans mon rapport Power BI, si je viens sélectionner un acteur, ça va me filtrer les personnages dans lesquels il a joué, parce que le sens de la flèche ici est dans ce sens-là. Donc, c'est cool. Avec un acteur, je vais voir les personnages qu'il a joués. Et si je viens
cliquer sur un film, ça va montrer les personnages qui ont joué ce film. Mais le problème, c'est que si je regarde que le sens des flèches, si je veux savoir les acteurs qui ont joué dans un film, c'est-à-dire je veux voir, en cliquant sur un film, je viens filtrer les personnages qui viennent filtrer les acteurs qui ont joué dedans, ça ne marche pas. Parce que là, la flèche n'est pas dans le bon sens. C'est pas très grave. Moi, je vais venir double-cliquer et je vais dire direction du filtrage à double sens. Je veux que non seulement quand je clique sur un acteur, ça me file les personnages qu'il a joués, mais quand je filtre un personnage, ça me montre les acteurs qui correspondent à ce personnage. Je fais pareil du côté des films. Et donc là, tout est filtrable dans mon rapport Power BI. C'était la seule chose qu'on a à faire au niveau de la modélisation. Donc quand je parle de modélisation, c'est justement faire les liens entre mes différentes requêtes, mes différentes tables, pour que mon tout soit interactif entre mes tables. Je passe rapidement sur l'onglet données qui est ici. On peut revoir un aperçu des données telles qu'ils sont en sortie de notre tel. Alors il faut cliquer un peu à droite à gauche pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc voilà, ça c'est avec quoi je vais jouer avec tout ça. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la visualisation. On a fini un peu la partie technique. On va passer maintenant à la partie data visualisation. Je me lance direct. Il n'y a pas de questions sur la partie ETL ou modélisation. Benjamin, tu n'as rien vu de... Alors si, effectivement, j'ai la même question que tout à l'heure dans l'ETL sur plusieurs champs pour la clé. Bah, là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut faire des liaisons sur plusieurs champs dans la partie relation de données? Eh bien, avant de répondre, je vais cliquer. Eh ben non, non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire à En ce niveau-là. standard, c'est ça me semblait effectivement un peu plus... Il y a une certaine logique, il faudrait creuser le pourquoi de la question, mais aujourd'hui, pas en standard. Évidemment, par contre, on peut, plusieurs tables de données peuvent être connectées à une seule et même table. Par exemple, ça, on peut vraiment faire un modèle en étoile. Par exemple, comme la caractère, lui, a deux relations. Il pourra en avoir 3, 4, 5, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, aujourd'hui, faire des relations sur deux champs, pas possible en standard. Ok. Donc là, le jeu de données, on ne le connaît pas trop. On va essayer de le faire parler sans forcément trop le connaître. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec Power BI, c'est que même si on ne connaît pas forcément le jeu de données, on va vite réussir à en tirer une information claire, lisible, compréhensible, même si on ne connaît pas grand-chose. Alors, données du cinéma, bon, j'ai envie de commencer par visualiser un peu. Je propose de faire les meilleurs films, les moins bons films, et puis voir aussi un peu comment se répartissent les différents films en fonction par exemple, du genre de film ou autre. Pour ça, ici, on a un petit encart qui s'appelle visualisation, c'est tout simple, on va venir sélectionner les différents visuels qu'on souhaite voir apparaître dans notre rapport. Et on va venir l'enrichir, notre visuel, de champs, donc les champs qui se trouvent sur la droite. Comme pour un tableau croisé dynamique, on va venir alimenter nos visuels avec les champs en faisant des glissés-déposés. Donc, je vais commencer par un petit graphique tout simple. Par exemple, donc là, je vois plein la liste. Moi, j'ai envie de faire un petit histogramme groupé. Hop. Dans cet histogramme, j'ai envie de voir... alors, vu que j'ai un visuel qui est ici, on va trouver un petit encadré. Là, j'ai celui-là qui est sélectionné. Donc là, on est sur les paramètres, c'est-à-dire les données, comment sont classées nos données dans le visuel qui est sélectionné dans la partie zone de travail. Là, vous voyez que celui-là, il est encadré avec des petits chevrons. Donc là, on est bien sur les paramètres de ce visuel ici. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir dans les valeurs les budgets qu'ont rapporté les films et les budgets qu'ils ont coûté et les revenus, gross, c'est le revenu qu'il a généré. Je vois que le budget est la première colonne, le revenu est la deuxième. Moi, je préfère voir d'abord les revenus. Hop, donc je vais venir mettre les revenus ici au-dessus. Donc bam, ça va bien inverser de ce côté-là.
Et en axe d'analyse, actuellement, j'ai rien spécifié comme axe d'analyse, je veux voir les titres de mes films. Donc, je viens mettre ici titre dans axe. Et hop, on voit tout de suite là, mes films sont classés par revenu croissant, enfin, décroissant du coup, et on voit que Avengers Endgame est un film qui a généré un énorme revenu. Alors je passe la souris dessus, je vois, bon, c'est un gros chiffre, mais déjà la première chose qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas le séparateur des milliers. J'ai dû oublier une petite étape. Ah, bon, bah finalement, l'étape donnée qui est dans l'encart qui est ici au milieu. J'ai peut-être oublié une petite étape, c'est comment j'ai envie d'afficher mes données. Donc, pour mes films, hop, pour mes budgets, qui est ici, on voit bien que c'est un nombre, voilà, on voit les informations classiques, qu'est-ce que c'est comme données, c'est un nombre entier. Je vais juste ajouter le séparateur du millier, qui est cette petite icône-là. Hop, je le fais. Et je le fais là pour les revenus aussi. Bam. Voilà, c'était juste ça que j'ai envie de faire à cet endroit-là. Et maintenant, quand je passe ma souris, bon, déjà je comprends mieux mes chiffres, c'est 3 milliards 796 millions de revenus. Je vois qu'il y a un peu trop de films là, c'est pas trop forcément parlant. Moi, j'ai envie d'abord de voir que les 10 plus gros films. Donc pour ça, au niveau du visuel, je vais venir filtrer mes films, donc les titres de mes films, selon le revenu qu'ils ont généré. Je vais venir ici, je vais filtrer du coup mes films avec un N premier, donc c'est quelque chose qui est proposé vraiment dans Power BI, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, et je veux les 10 plus grands, donc par exemple si je mets 10 plus hauts, les plus hauts quoi, les 10 films qui ont le plus gros revenu. Donc là, je reviens glisser-déposer dans la valeur de mon N premier, je veux les 10 plus gros revenus. J'applique le filtre. Et voilà, vous pouvez voir que là, on a les 10 films qui ont généré le plus gros revenu. Bon, c'est intéressant, mais là, on voit bien que on n'a que des films récents. C'est pas forcément étonnant. Pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, les films qui sortent au cinéma arrivent à générer un revenu beaucoup plus important que les films il y a 20 ou 30 ans. Donc là, j'ai rajouté un petit filtre qui va me permettre de parcourir le temps sur la date de sortie d'un film. Donc là, ici, j'ai ma release date, c'est ma date de sortie de mes films. On peut voir que Power BI a créé tout seul une hiérarchie. Enfin, en gros, dans une date, il a lui-même détecté qu'elle était composée d'une année, d'un trimestre, d'un mois et d'un jour. Bon, ça m'arrange. Moi, j'ai juste besoin de l'année. Alors, je viens le mettre ici. Il m'a mis un visuel par défaut qu'il a choisi lui-même. On peut voir, c'est un histogramme groupé. Parce que quand je clique, c'est celui-là qui est sélectionné ici. Moi, je veux que ce soit un filtre. Donc, je vais venir sélectionner le visuel qui s'appelle type segment, qui est adapté pour les filtres. Et là, je me retrouve avec un petit filler que je peux glisser en fonction des dates. Et surtout, on va voir qu'en fonction de ce que je mets à cet endroit-là, ce ne sont pas les mêmes films qui apparaissent ici. Donc j'ai une interaction entre mes visuels de mon Power BI. Bah, c'est parfait. Maintenant que j'ai mes top 10, alors déjà je vois que c'est growth et budget par title. Alors ça, c'est un titre qui est mis par défaut. Je peux venir le modifier. Tout ce qui touche aux paramètres d'affichage d'un visuel vont venir se trouver au niveau du rouleau de papier peint, là, enfin rouleau de peinture, qui se trouve ici. Donc là, le premier onglet, c'était les données qui sont à l'intérieur, et le deuxième, c'est l'affichage, comment est affiché le visuel. Donc, on va retrouver par exemple le titre, qui a beaucoup de paramètres, et pour chaque visuel qui se trouve ici, les paramètres sont différents, ils sont adaptés à chaque visuel. Donc moi, je vais juste aller modifier le titre en disant, hop, je veux mon top 10. Voilà, tout ce que je voulais faire. Et bah maintenant, j'ai mon top 10, j'aimerais bien avoir maintenant mon flop 10, c'est-à-dire les films qui ont généré le moins de revenus. Je vais pas m'embêter, hein, le copier-coller fonctionne très bien. Dans Power BI. Alors, je vais pas utiliser CTRL-C, CTRL-V pour vous montrer que j'ai bien fait un copier-coller. Et là, bah, ok, j'ai la même chose. Il me suffit juste, là, je veux plus les 10 plus gros revenus, je veux les 10 plus bas revenus. J'applique le filtre. Et voilà, j'ai mon flop 10. Je vais venir changer le titre. En parallèle, Alexandre, j'ai quelques questions. Ouais. Donc,
Je vais y répondre. Comment partager donc, j'ai des questions liées au droit. Après, une fois, comment est-ce qu'on partage aux utilisateurs, etc. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Tant que la question est posée, je vais y répondre. Là, on vous présente Power BI Desktop, d'accord? Power BI Desktop, c'est un outil qui est gratuit, c'est un freeware. Tout ce qu'on fait là, c'est vous pouvez. D'ailleurs, vous allez recevoir un mail à l'issue de la présentation où vous aurez le replay et puis vous aurez un lien de téléchargement de Power BI, puis tout un petit tuto pour refaire ça un peu chez vous. Donc, ce qu'on vous présente là, c'est l'outil gratuit de Power BI qui est le modélisateur Power BI. Et en fait, Power BI, 90%, donc tout le modélisateur est gratuit, 90% des fonctionnalités finalement sont gratuites, mais toute la gestion liée à l'entreprise, c'est-à-dire dès que je veux automatiser le rafraîchissement des données, dès que je veux gérer des droits utilisateurs, dès que je veux avoir accès en mobilité sur mon téléphone, ce genre de choses, voilà, donc dès que je veux finalement le partager au sein d'une entreprise avec de la gestion de droits, là, il faut que tout le monde, le créateur y compris, et les personnes qui consultent également, aient une licence Power BI Pro à peu près 9 € par utilisateur et par mois. Hein. Donc, il y a le freeware qui permet de créer, de designer, mais après, pour tout le reste usage entreprise, il faut avoir une licence Power BI. Je te laisse reprendre, pardon Alexandre, c'était un petit parallèle. Pas de souci. Alors, donc, comme je vous le disais, Power BI, déjà, avec peu de moyens, on arrive déjà à faire parler de nos données. Déjà, moi, je ne connaissais pas mon jeu de données. Je peux déjà vous dire que Avatar, entre 2001 et 2010, c'est le film qui a généré le plus gros revenu, avec quasiment 3 milliards. Et je sais pas, Fahrenheit 9/11, lui, n'a généré que 119 millions. Bon, alors, c'est pas vraiment un flop, parce que en fait, la base de données que j'ai récupérée, c'est les films les plus connus. Donc forcément, ils ont quand même tous généré un revenu assez convenable. Il n'y a pas de flop où les films ont rapporté moins que ce qu'ils ont coûté. Mais voilà, rien qu'en 5 minutes, ok, 5 minutes suite à avoir construit mon jeu de données, mon jeu de données quand il est finalisé, en 5 minutes, j'arrive déjà à faire parler mes données. D'ailleurs, ce qui manque à l'indicateur, c'est vrai, c'est le nombre de films qui correspondent à cette période. Donc pareil, je vais aller rajouter, hop, le nombre. Là, je vais glisser le déposer, titre. Donc là, il me montre tous les titres. Hein, lui, il affichait sous forme tableau. Pour information, c'est l'intelligence artificielle de Power BI qui, en fonction des données, quand vous faites un glisser-déposer comme ça, choisit par défaut le visuel qui lui paraît le plus pertinent. C'est rarement ce qu'on veut, mais au moins ça a le mérite d'être là. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai envie que ce soit affiché sous forme d'encart gros. Donc là, hop, il m'a décidé de m'afficher le premier de mes films par ordre alphabétique. Je fais non, moi je veux pas que tu fasses ça, donc je vais venir changer ici la façon dont Power BI agrège cette donnée et je vais dire tu me comptes le nombre de films. Voilà. Je vais changer et là, en automatique, je sais maintenant qu'il y a eu 199 films, dans ma base de données en tout cas, qui sont sortis entre 2001 et 2010. Donc Avatar est le plus gros revenu sur 199 films. Encore une fois, si je viens changer ça, on va voir que tous les chiffres bougent. Bon, vu que je me rends compte que là, j'ai que des films qui sont plutôt des bons filtres qui ont marché, est-ce que mon top 10 et mon flop 10, est-ce que les indicateurs qui en ressortent, est-ce que c'est les plus pertinents? Je pense pas. Moi, j'ai plutôt envie de me dire, tiens, vu que j'ai le revenu et le coût, je vais peut-être calculer la rentabilité d'un film en faisant la petite division entre les 2 et peut-être que ça, j'aurai un moyen de comparer un peu mieux, dans les films les plus connus depuis 1989, lesquels ont vraiment, sont sortis du lot en termes de rentabilité, c'est-à-dire qu'ils ont généré un énorme revenu alors qu'ils ont coûté 3 fois rien. Donc pour ça, je vais venir compléter mon jeu de données avec une mesure. Alors, les mesures, je vais faire ici un petit clic droit, faire une nouvelle mesure. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais là, la mesure que je vais venir créer, c'est un calcul en langage DAX. Le langage DAX est le langage que Power BI utilise pour faire des calculs et agréger des données d'une certaine manière ou d'une autre. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'aide sur le DAX, faut limite pas hésiter à nous contacter en parallèle.
mais il y avait déjà beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder sur le DAX. Vas-y, Juste, je te laisse commencer et puis je peux expliquer si tu veux en parallèle. oui, c'est vrai que, oui, là, non, mais j'avais quand même dit, la seule chose que j'aurais pu dire quand même sur le DAX, c'est que c'est un langage fonctionnel où le code complet est à chaque fois exécuté dans une fonction. Donc, les fonctions, ça peut contenir des fonctions qui sont imbriquées. On a des instructions conditionnelles, des références à des valeurs, etc. Et en fait, ça concatène tout dans une mesure qui sort un résultat. Ouais, je ne sais pas clair, mais Alors, du coup, je, Benjamin va peut-être éclaircir tout ça. je vais donner ma définition. En gros, alors pour reprendre, il y a l'ETL, ça nettoie les données. Ensuite, bon, bah, une fois que j'ai nettoyé mes données, je dois faire des relations entre mes tables pour les faire parler entre elles. Une fois que j'ai fait des relations, je peux vouloir appliquer des calculs. On m'a posé la question d'ailleurs d'appliquer des calculs. Par exemple, Alexandre, tu pourrais peut-être le faire en live. Euh, on veut analyser la marge. Bah, d'ailleurs, je me demande si ce que tu es en train de le faire finalement, c'est ça. C'était gross Moi, moins c'est la budget. rentabilité. Ouais. Pas Bah, là, je rentabilité fais la ou rentabilité. C'est quasiment pareil. Mais en on pourrait gros, je faire vais remplacer la le. marge. Voilà, j'ai eu une question sur la marge tout à l'heure. Donc, il faut créer une mesure en DAX. Donc, dès lors qu'on veut faire des calculs avec nos données, par exemple, je veux calculer mon chiffre d'affaires N-1, je veux calculer effectivement ma rentabilité, ou je veux sortir ma marge de film, c'est-à-dire, c'est vrai que la marge ou la rentabilité, il faudra que tu expliques ce que tu entends par rentabilité, comme ça sera clair pour tout le monde. Mais dès que je veux faire des calculs avec mes données, donc là, on est d'accord que dans ma base de données, dans mon ERP, dans là, mon fichier de film, moi, j'ai des données brutes sur lesquelles il n'y a pas de calcul. Ça peut m'intéresser de faire des calculs pour avoir un écart, un N-1, ou là, par exemple, une rentabilité ou une marge. Eh bien, pour faire des calculs entre les données, il y a une sorte de langage Excel dans Power BI. Ça ressemble vraiment à de l'Excel, mais en anglais, où je viens finalement faire précalculer mes indicateurs. Ce qui fait que dans la liste de mes champs à droite, vous allez voir, j'ai ma mesure qui apparaît et après, j'ai plus qu'à elle est stockée en dur et je peux la réutiliser dans mes rapports, hein. Donc toi, la rentabilité, ça correspond à quoi juste, Alex? C'est le revenu divisé par le budget. Donc en gros, ça va me donner le facteur, si, par exemple, si ça me donne 3, c'est que le film m'a fait gagner 3 fois plus que ce qu'il m'a coûté. Ok. Donc voilà, j'ai créé ma mesure, donc la formule se trouve ici et on peut là maintenant la retrouver comme si elle était inclue dans ma table Movie. Je sais pas comment dire rentabilité en anglais, donc je suis désolé, je me suis permis un petit mot en français. L'idée, c'est que maintenant j'ai envie de, rajouter cette rentabilité dans mes différents graphiques, mais d'une autre manière. J'aimerais bien avoir, par exemple, une courbe qui me dit, parce que on n'est pas du tout sur la même échelle, 3 000 000 000 et un facteur, là je sais pas, je pense qu'il y a un facteur de 7 entre ces 2 trucs-là. C'est pas la même échelle. Donc, je vais changer mon titre de visuel. Pour changer un visuel, rien de plus compliqué, je clique sur le visuel qui me concerne, il est bien encadré, je vois bien que c'est un histogramme groupé, et je vais le changer en mode histogramme groupé et graphique en courbe. Je viens cliquer sur le visuel et ça me modifie le visuel qui est là. On a l'impression que ça n'a rien changé, sauf que si, on voit maintenant que dans les paramètres de mon visuel, j'ai plus de champs qui sont disponibles. Et justement, moi, ma rentabilité, je veux voir la ligne, je mets en valeur de ligne, j'ai envie de la voir comme ça. Et donc du coup, ça me donne un facteur. Là, je passe ma souris sur la colonne avatar. Avatar, sur la colonne rentabilité, on voit bien que Avatar a généré 11 fois plus de revenus que ce qu'il a coûté. Donc jackpot, quoi, en gros. Le problème, c'est que du coup, Avatar, dans mon visuel, c'est peut-être pas celui qui est censé apparaître en premier, ou si, mais on voit que là, ma courbe, elle est classée par revenu. Or, moi, je trouve que ma rentabilité est l'indicateur qui est le plus parlant. Donc, j'aimerais bien trier mes colonnes en fonction de cette rentabilité. Rien de plus compliqué. Beaucoup d'options sont disponibles dans Power BI. J'ai envie de changer mon tri, je veux que ce soit bien la rentabilité. Et hop, on voit bien du coup que ma courbe rentabilité est décroissante, vu que mon visuel est trié par cette valeur. Et du coup, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. On peut voir qu'il a été le plus rentable entre 2002 et 2014.
Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Frozen, moi, je n'avais pas capté que c'était la Reine des Neiges. Donc, c'est la Reine des Neiges. Ah, quand même, t'as pas de produits dérivés en anglais Ça avec aurait ta pu être fille, Queen of Benjamin? Snow. Bon, par contre, si je change un peu ça, attention, on pourrait croire que justement Le Seigneur des Anneaux, c'est celui qui est le plus rentable. Non, parce que là, dans mon top 10, j'ai gardé ceux qui avaient les 10 plus gros revenus. Donc pour plus de cohérence, je vais aussi venir remplacer hop, mes revenus par ma rentabilité et on voit qu'en fait, ça m'a changé mes données. Celui qui a été le plus rentable, donc avec le plus gros facteur de rentabilité, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, c'est My Big Fat Greek Wedding. Je sais pas c'est quoi le titre un mariage à la grecque. Je sais pas. Je sens que c'est pas de ma génération. Je vais mettre des films plus récents, je serai plus à l'aise. Un discours du roi, voilà. Ça me parle déjà un peu plus comme film. Voilà, on voit qu'il y a très bien au passage. C'est le discours d'un roi, je pense. Le discours d'un roi, c'est ça le titre, je sais plus. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que là, Get Out, Conjuring, Quiet Place, It, je crois que c'est beaucoup de films d'horreur. Bah justement, j'avais dit tout à l'heure que j'avais envie de voir la répartition de mes films. Donc là, je vais créer un petit camembert. Hop, camembert par défaut là, il est vide. Et je vais lui dire, je veux voir le nombre de films. Donc je vais utiliser le film, la valeur film, en nombre de films. C'est lui qui l'a mis tout seul, le nombre 2, ça c'est nickel. Et c'est par genre, la légende, c'est par genre. Et donc là, je peux constater que c'est beaucoup de films d'action. Alors là, j'ai pas de filtre au niveau des tops et des flops. Hein. C'est vraiment sur tous les films de 2009 à 2019. 26% c'est des films d'action et 23% c'est des films d'animation. Alors, juste là, on se fait un petit parallèle, Alexandre. Est-ce que tu peux présenter la donnée un petit peu différemment avec le rouleau, par exemple, pour montrer un peu les options possibles dans le rouleau, si je veux, par exemple, je voulais ne pas avoir la légende et plutôt l'avoir en étiquette, ce genre de choses. Oui. Donc, sachez que sur les visuels, il y a un petit rouleau, voilà, qu'Alexandre a montré, et qui permet, pour chaque visuel, en fait, on peut se dire, quand on regarde Power BI, ah bah, il n'y a pas tant de visuels que ça. Et en fait, alors déjà, on peut en ajouter des visuels à partir d'une place de marché où il y a des visuels gratuits. Finalement, c'est la communauté qui peut proposer des visuels. Mais en plus, chaque visuel, en fait, a énormément de déclinaisons possibles. Avec le petit menu rouleau, je peux venir complètement jouer sur ce qui se passe dans le visuel, sur la façon de présenter, sur les couleurs. Enfin, vraiment, je peux créer des visuels aux couleurs de mon entreprise sans aucun problème. J'en profite pour faire Voilà. la même chose. Voilà, donc là, j'ai changé la légende qui était là et je l'ai mise au niveau de mes parts de camembert. Hop. Ah oui, j'ai oublié de changer le. Ah, c'était ça que tu voulais que je fasse, Benjamin? Oui, c'est exactement ça que je voulais que tu fasses, ouais, tout à fait. Et hop. Voilà, comme ça mes flops et mes tops déjà sont comparables. Alors, et d'ailleurs, en fonction de tous nos choix qu'on fait, vous voyez là, en fait, c'est très facile de se perdre dans nos données. C'est-à-dire, là, j'affiche par rentabilité. Tout à l'heure, j'affichais par meilleur revenu. Donc, on peut facilement biaiser nos données, afficher une mauvaise information à nos utilisateurs en fonction de nos choix. Donc, il faut faire aussi attention à tout ce qui est choix d'affichage. Parce que la même donnée peut être affichée de façon différente et ne pas donner visuellement la même information. Pour la partie visuelle, voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Je vais un petit peu rentrer maintenant dans du détail, mais je ne vais pas rentrer dans des visuels supplémentaires. Est-ce que, Benjamin, tu avais d'autres idées que tu voulais montrer Non, alors après, c'était la partie acteur, mais je ne sais pas si tu as le temps en une quinzaine de minutes de construire
de construire. Là, on a fait un usage plutôt analyse de film, mais imaginons que je veuille utiliser la base pour moi, d'un point de vue perso, pouvoir me choisir des films. Donc avec le synopsis qu'on a vu, alors bien qu'il soit en anglais, mais le synopsis, ce genre de choses, refaire peut-être un onglet rapidement sur choisir ses films avec les notes, ce que ça dit, l'année, ce genre de choses. Ok, donc là, j'étais sur ma page que j'ai renommée en statistique. Je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler Oléa Ciné, pour faire Allociné, mais à la sauce Oléap. Ouais. On a de l'humour chez Oléap, c'est fou. Alors, on peut modifier la formule DAX d'une mesure. J'ai une question. Peut-on modifier la formule DAX? Oui, les mesures, en fait, on les crée. Elles sont créées de toutes pièces dans Power BI, donc on a parfaitement la main pour mettre ce qu'on veut. Hein. Là, regardez par exemple, Je mets plus 1, ça 1, va me je motiver. peux rajouter un calcul dedans, je peux rajouter du pourcentage, je peux vraiment jouer avec ma donnée comme j'en ai envie. Donc il n'y a aucun problème. On peut modifier la formule DAX d'une mesure sans problème. C'est justement le but du DAX. Ça laisse aussi part à l'imagination. On peut se créer ce qu'on veut. C'est un langage qui est très très riche. Il permet de faire énormément de choses. Malheureusement, quand on veut faire quelque chose qui est poussé, il reste compliqué à appréhender. Là, vous voyez que là, ma rentabilité, c'est une mesure qui est très simple, à la portée de tout le monde. Enfin, tous ceux qui savent faire du Excel peuvent, je pense, faire des requêtes simples, des mesures DAX simples. Par contre, il est riche, il est puissant, il permet de faire énormément de choses, mais malheureusement, il faut pas mal d'expérience pour arriver à faire des mesures complexes. Alors, j'ai une question d'usage, Alexandre. Est-ce que tu peux déjà agrandir un peu l'écran et dans la partie statistique que tu viens de faire, naviguer un petit peu dedans pour montrer aux gens l'interaction entre la donnée? Ouais. Là, j'ai une question. Peut-on lier le top 10 avec le camembert? En fait, c'est natif. Il est lié tout seul. Alors, Alexandre va nous le montrer. Enlève peut-être les filtres, les visualisations pour que ça apparaisse plus grand à l'écran. Voilà, réduis-les. C'est parti là. Voilà, super. Ok, alors oui, Power BI, le grand intérêt de Power BI, c'est aussi que tous les visuels sont interactifs entre eux. Là, déjà, vous l'avez bien vu, quand je viens filtrer sur mon année, ça met à jour mes autres visuels en fonction de ce filtre qui est là. Peux-tu créer juste, Alexandre, je te coupe, excuse-moi, une liste à côté? Moi, j'aime bien rester des fois avec du détail. Voilà, créer une petite liste avec la liste des films et les acteurs qui ont joué dedans, par exemple, ou l'année, la liste et l'année. Ouais. Là, je vais la date de sortie. Tiens, hop, pour chaque film, là, je mets des informations. Alors, par défaut, les dates, pardon, il les gère un peu bizarrement. Hop, je vais juste afficher la date. Hop. Donc après, on peut jouer sur le format, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, mais c'est embêtant. Pourquoi la colonne title est un peu grosse? Il y a peut-être des titres qui sont un peu longs par défaut. Voilà. Donc là, pour vous montrer l'interaction entre les visuels, vas-y, Alexandre, je t'en prie. Pardon. T'as un peu perdu, je crois. Ou alors c'était moi qui t'entendais plus. Alors, l'interaction. Par défaut, chaque visuel peut interagir avec tous les autres, mais c'est pas forcément l'interaction qu'on s'imaginait. C'est-à-dire, moi là, quand je clique sur action, j'aimerais bien que on peut voir là, par exemple, déjà je viens de cliquer sur action, ça l'a mis en surbrillance. On peut voir qu'action est en bleu et les autres couleurs sont pâles. Et ici, ça m'a filtré que les films qui sont de type action. Entre 2009 et 2019, hein, je reprécise que ça peut paraître peu, finalement les 57, mais tous les graphiques en natif dans Power BI sont liés les uns aux autres. Tous mes visuels, plutôt pour être précis, sont liés aux uns aux autres. Donc que je choisisse un film, ça va venir me filtrer tout le reste des rapports, mais que voilà. Donc là, il y a des croisements natifs entre tous les rapports. D'ailleurs, ça se bloque, ça, au passage. Hein. On peut bloquer ces croisements-là si on le souhaite. Je voulais le montrer parce que là, par exemple, je viens de cliquer sur action, ça me met. Il y a deux types d'interactions par défaut dans Power BI. Soit ça me filtre, donc là j'ai cliqué sur action, ça m'a filtré ma liste de titres qui correspondent, soit ça met en surbrillance. Donc là, on peut voir que ça a mis en surbrillance les films, donc, Justice League et G.I. Joe sont des films d'action, donc ils ont été mis en surbrillance, et les autres ont été mis l'affichage est mis en
pâle pour dire ils ne font pas partie de la sélection action. Moi, si j'ai envie de plutôt, quand je clique sur action, voir le top 10 des films d'action et le flop 10 des films d'action, donc je veux que ça vienne filtrer et non pas mettre en surbrillance. Ça, c'est on peut modifier le type d'interaction entre mes documents. Pour ça, je viens cliquer sur c'est gérer les relations. Non, c'est pas là. C'est gérer les interactions. Donc ça va être dans presque le même mot, c'est pour ça que je me trompe. Modifier les interactions. Je viens cliquer ici. Et donc là, je clique sur ce visuel-là, c'est celui qui est encadré. Je vois qu'il filtre ce visuel-là et qu'il met en surbrillance ce visuel-là. Donc si je veux que ça vienne filtrer, je change l'interaction. Je me suis trompé, donc je reclique sur le visuel qui m'intéresse. Je viens filtrer celui-là et je viens filtrer celui-là. Donc maintenant, quand je clique sur action, j'ai mon top 10 des films d'action et mon flop 10 des films d'action. Là, je n'ai que des films d'action qui sont à l'intérieur de ces visuels. Donc vous voyez, l'outil a une personnalisation qui est quand même assez poussée, rien que pour ça. Bon, là, le flop 10, c'est vraiment c'est de la renta, hein, parce que bon, d'ailleurs, c'est inquiétant. On voit qu'il y a quand même des gros navets qui sont dans le top 10. Mais, C'est-à-dire t'as des films que t'aimes pas, c'est ça? Non, mais effectivement, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Donc, en tout cas, en rentabilité, ça vaut le coup de faire du navet, quoi. C'est ce que ça veut dire. Bah ouais. Voilà, donc en tout cas, toutes les interactions, alors en natif, tous les rapports interagissent, mais on peut aussi filtrer l'interaction, la couper, on peut jouer sur l'interaction entre les données. Voilà, donc là j'arrive à savoir que Mignon est le film d'animation le plus rentable selon ce que j'ai décidé d'afficher moi. Donc selon la rentabilité. Voilà. Donc premier besoin de Power BI, c'est quand même de faire de la statistique, afficher de la statistique. L'autre chose, c'est juste de faire des fois de la visualisation de données. Je pourrais faire une autre page, enfin je l'ai déjà fait à côté, donc je pense que je vais plutôt aller le chercher pour vous montrer qu'est-ce que permet de faire l'outil. Hop. Donc là, je triche, je reprends un autre Power BI, mais vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, sauf que je l'ai mis en français celui-là parce que j'ai pris le temps de le faire avant. Et on pourrait très bien afficher, donc là, un petit, donc comme je vous disais, juste afficher les informations. Donc là, un halluciné un peu équivalent. Alors, est-ce que tu peux peut-être partir de ta page d'accueil, Alexandre? Ouais, oui, pas de souci, mais je voulais en parler après. Mais ah oui, pardon, je te laisse. C'était pour faire le lien, parce que là, vous pouvez voir que dans ce que je vous montrais juste avant, c'est celui-là, où j'avais créé ma page statistique, ma page de la ciné, mais vide, et ma page d'accueil qui est vide. Bon, bah, si je complète un peu, j'ai ma page statistique, on va dire que c'est quasiment l'équivalent de ce qu'on a fait ensemble, et puis j'ai fait une petite page d'accueil, avec j'ai inséré des images, parce que Power BI permet d'insérer des images de manière très facile, et j'ai rajouté des liens entre mes différents onglets. C'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté un bouton, un visuel de type bouton. En fait, une image peut être une action. Il faut voir que Power BI, ça permet de designer presque une application où je vais naviguer. Donc, par exemple, en entreprise, on prend souvent des pictogrammes pour analyser. J'ai une page d'accueil, qu'est-ce que je veux analyser? La performance de mes commerciaux, mes ventes, mes achats, ma compta, ainsi de suite. Donc, j'ai des visuels avec des pictogrammes pour me rendre sur les pages d'analyse. Et quand je clique sur le pictogramme, ça permet de naviguer. C'est un écran d'accueil qui me permet de naviguer dans mon application Power BI. Je peux presque le voir comme une application finalement. Tout à fait. Et du coup, quand je viens cliquer sur ce visuel, qui n'est pas un visuel comme au sens un peu statistique qu'on faisait jusque-là, les visuels qui se trouvent ici, c'est un visuel que j'ai été chercher ici en haut, une image ou un bouton. J'ai pas les mêmes options qui apparaissent dans cet encart qui est ici. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle Action. Et moi, j'ai juste dit, bah, en fait, quand je veux cliquer sur cette image-là, je veux naviguer sur une page. Donc, j'utilise l'action navigation sur les pages. Et je viens dire, quand je clique dessus, je vais aller sur ma page. Et là, j'ai ma liste de toutes mes pages qui sont ici. Donc, je viens cliquer sur statistiques. Et donc, en gros, maintenant, quand je clique là, ça m'emmène sur ma page statistique. Je retourne sur le bouton d'accueil,
quand je clique là, ça m'emmène sur ma page Olea Ciné. Donc c'est très facile de créer une expérience utilisateur en le faisant naviguer un peu comme un site internet ou autre, ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Mais en tout cas, on peut le guider facilement pour qu'il aille au fur et à mesure dans notre rapport Power BI comme on le souhaite. Donc là, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est juste, en fait, là, j'ai juste utilisé des visuels de type affiche-moi les données. Et hop, ici, j'ai créé un petit visuel de type filtre. Quand je viens cliquer sur un filtre, hop, je vais mettre Pretty Woman, je crois que voilà. Je viens cliquer en haut, bam, ça me met à jour toutes mes informations, Pretty Woman, le résumé qui était présent dans mon fichier Excel, hein, les différentes informations qui sont liées à ce film-là, et le nombre de notes qu'il a eu et la note sur 10 qu'il a eu, avec un petit visuel de petite jauge. Ça, c'est vraiment rien de compliqué. Et puis j'ai mis aussi des petites lignes pour faire un peu plus joli, mais ça, c'est juste des petites formes que je suis venu insérer pour faire joli. Et ce qui est aussi puissant avec Power BI, c'est que là, bah, c'est nickel. J'ai filtré un film, je vois l'acteur principal et les autres acteurs. Ah, c'est Julia Roberts, c'est un acteur. Non. Tout dépend si c'est un garçon ou une fille, quoi. Bah non, bah elle est en crédit. Alors j'ai pris l'order crédit là, donc c'est pas moi qui ai choisi ça. Vous pouvez voir, c'est-à-dire sur ce visuel là, j'ai mis le filtre, hop, j'ai mis le filtre donc sur les personnages, crédit order égale à 1 pour c'est l'acteur principal. Ouais. Bah non, c'était pas Julia Roberts à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, elle est un peu plus connue que Richard Gere, même si bon, c'est quand même un acteur connu. Et j'ai créé une autre page qui s'appelle Olea Ciné Acteur, où là, j'ai des détails que sur un acteur. Et en fait, bon, je ne vous montre pas, mais je vous montre plutôt la possibilité. Je ne vous montre pas comment le faire. On peut, à partir d'un acteur, aller. Donc là, je veux voir les données qui. Bah non, on va aller voir justement Julia Roberts, parce que quand même, elle a fait plus de films, peut-être. J'ai envie d'aller voir les détails de Julia Roberts. Et ben, je clique dessus et je dis emmène-moi vers le détail, donc la page Olea Ciné Acteur, filtrée sur Julia Roberts. Et ben, on peut voir que dans ma base de données, Pretty Woman, c'est le seul film qu'elle avait fait. Bon. On a sa petite discographie. J'ai pas été récupérer l'image, la photo de l'actrice. Et voilà, les petites informations qui étaient dans ma base de données sur Julia Roberts. Alors, j'ai des questions. Oui, si on met à jour le fichier source, oui, tout se met à jour automatiquement. Ouais. On pourrait vous montrer ça, par exemple, si Alexandre, tu supprimes la moitié du fichier de données sources. Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais en tout cas, oui, imaginons que l'on supprime ou qu'on ajoute des données dans le fichier source. Lorsqu'on va actualiser le rapport Power BI, tout va se mettre à jour en automatique, en tenant compte de tout notre travail, que ce soit dans l'ETL, les mesures et tout le reste. Donc, en fait, ce travail-là, nous ne le faisons qu'une fois. Je peux mettre par exemple là sur ma fichier des acteurs, si je cherchais Julia Roberts, je sais pas, j'ai envie de. Alors, oula, et Julia, ça a été. Hop, Julia. Et t'en as peut-être beaucoup, ouais. Peut-être. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, Julia Roberts. Et ben si j'ai envie de mettre Julia Roberts, je t'aime. Hop, c'est son nouveau nom. La déclaration du matin, la déclaration. Ouais, c'est ça. Bah, pourtant, bon, je sais pas, on n'a pas le même âge, je pense, mais. Et si je viens, si je viens actualiser, donc sur ma page acteur, là j'étais sur Julia Roberts, si je viens actualiser mon jeu de données, j'espère que ça va marcher, sinon on va dire que ce sera les petits effets démo. J'espère que j'ai modifié le bon fichier surtout. Eh ben non, c'est pas le bon. Ah, pourquoi non, il faut que je le ferme en fait. Parce que malheureusement, quand le Excel est ouvert, il n'arrive pas à actualiser Power BI. Donc je le ferme mon fichier Excel, je ferme même tous là, MPA, je pense que je l'utilise. Non, je ne crois pas que j'utilise. J'ai juste fermé mon fichier Excel et je réactualise. Alors, si on télécharge de nouveau depuis le site source, c'est pareil, parce qu'en fait, alors, sauf si, pour répondre à votre question, effectivement, si le jeu de données source change pour X ou Y raison, il rajoute une colonne, ou il rajoute une ou plusieurs colonnes, voilà, il change dans sa structure, je parle, effectivement, on aura un message d'erreur. S'il ne change pas dans sa structure, mais que c'est simplement des nouvelles données en plus, il n'y a pas de souci, ça continuera de fonctionner. Voilà. Donc une base de données ERP, par exemple, la structure, elle change vraiment pas souvent, éventuellement à chaque mise à jour, et encore, c'est pas toujours le cas.
Ah bah voilà, Julia Roberts, je t'aime. Voilà, donc le Julia Roberts, je t'aime, bah voilà, par exemple, on l'a effectivement, vous voyez qu'en live, j'ai juste ma source de données a changé, j'ai juste à cliquer sur actualiser et automatiquement, bah, tous les rapports sont actualisés en face. Hein. La seule information qui n'est pas présente dans le jeu de données source, ce sont les images des films. Je dois vous avouer que j'ai été les chercher manuellement. C'est des URL internet, quoi. C'est des URL, et voilà, il faut que ça pointe vers un URL public, donc pas privé. Et bah là, on peut voir le lien d'ailleurs. Hein, j'ai été chercher sur Media-Amazon. En fait, j'étais sur le IDBM, là, le site anglais, qui ressemble à Allociné. Et j'ai récupéré le lien vers les images. Et je l'ai rajouté dans mon jeu de données. Avec une fusion, etc. Enfin, bref. Si vous essayez de refaire la même chose chez vous, vous n'aurez juste pas ça. Mais par contre, tout le reste, c'est bien exactement le jeu de données qu'on a téléchargé ensemble sur Data World. Voilà ce que je voulais vous montrer, en tout cas, pour Power BI et tout ce qu'il permet de faire. Enfin, je ne vous ai même pas montré la moitié de ses possibilités parce que c'est un outil qui est très riche, mais j'espère que je vous en ai donné un bon aperçu et que ça vous a plutôt donné envie d'en faire même un peu plus derrière. Donc, alors, je tiens à préciser 2-3 petites choses. Alors, j'ai une question là concernant les sources de données. Oui, il n'y a pas de souci. On peut attaquer des sources de données de type API. Est-ce que tu peux le montrer peut-être dans Obtenir les données Oh là, pardon. Hop. Obtenir les données, plus, voilà, plus. Donc, on peut obtenir des données de tout type. Donc, sur les API, c'est souvent, il y a souvent du JSON qui se promène derrière. Donc, si on va dans Fichier JSON, on est capable d'attaquer une API. Voilà, par exemple. Mais également dans les services en ligne, si on va dans les services en ligne, on a directement des connecteurs vers les grands services en ligne. Google Analytics, où c'est de l'API. Toute la partie Salesforce, l'API est déjà paramétrée. J'ai juste à rentrer mon login, mon mot de passe Salesforce. Data.world, d'ailleurs, on n'a pas vu. On aurait pu le faire sans export. Data World est déjà connecté, donc ça, sa base de données open source. Bref, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu ce truc-là. On aurait pu essayer. On aurait pu le faire. Mais il est en bêta, là. On s'est assuré que ça marchait bien, là. Exactement. Ouais, tu rebondis bien. Donc, non, voilà, effectivement, il n'y a pas de souci pour attaquer des sources de données API et même vers les plus grands, on va dire les plus grandes marques sont déjà répertoriées dans l'outil Power BI. Je n'ai donc plus qu'à rentrer mon login, mot de passe, par exemple Salesforce ou Google Analytics pour le marketing, ce genre de choses. Je crée mon rapport sur ces sources-là et en automatique, le rapport va se rafraîchir. Petite précision, là, toute la démo, on l'a faite sur Power BI Desktop. Donc là, tout le monde, là, vous pouvez très facilement reproduire ce que l'on a fait chez vous sans aucun problème. Le Power BI Desktop, c'est la version gratuite. Donc toutes les automatisations, les rafraîchissements doivent être manuels dans ce fichier-là. Et on ne peut pas gérer de droit d'accès utilisateur sur la donnée. Donc, dans un usage entreprise, je me répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être sur le Power BI Pro. Le Power BI Pro permet de faire beaucoup de choses, de collaborer autour des rapports, puisque j'ai toute la partie collaborative, de gérer des droits d'accès aux rapports, d'automatiser le rafraîchissement de mes données. Voilà. Donc, c'est vraiment l'usage entreprise se fait à travers Power BI Pro. Alors, typiquement, nous, l'Oléap, on ne vend pas ces licences-là. Nous, on fait que l'ingénierie et le projet. Mais en tout cas, c'est des licences nécessaires pour un usage entreprise, pour automatiser le rafraîchissement. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal d'autres questions. Une fois publié, ça se présente comment pour les destinataires des rapports? Est-ce que tu peux te connecter peut-être au portail pour montrer ce que ça peut donner, Alexandre? Les bases de données publiques accessibles en automatique. Bah oui, par exemple, data.world, taux de change, c'est pareil. Il y a plusieurs bases de données taux de change en API. Météo également, parce qu'il y a un service météo là directement chez Microsoft avec Bing. Donc, oui, tous ces éléments-là, effectivement, taux de change pour la comptabilité, ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. On est capable de connecter des bases taux de change assez facilement.
Comme ça, par contre, je pourrais pas vous donner le nom des bases de données publiques, je les ai pas en tête. Alors, comment fait-on pour publier? En fait, dans Power BI, une fois que j'ai créé mon rapport, je vais pouvoir le publier. Le publier, il faut voir, pour bien comprendre l'architecture, là, pour l'instant, le Power BI Desktop, je suis dans mon environnement interne entreprise. Donc, je suis dans mon entreprise, je suis connecté à mon réseau local entreprise. Je vais chercher les données, par exemple, de mon ERP, c'est un exemple, hein, ou des fichiers que j'ai en local sur mon poste, et je fais mes analyses. Imaginons que je prenne l'exemple de l'ERP. Donc, je suis connecté avec mon Power BI Pro sur le serveur, en interne, mon VPN, je me connecte à mon ERP, je fais mes tableaux de bord qui vont bien. Je vais enregistrer le Power BI Pro sur le serveur où il y a l'ERP. En fait, Power BI Pro, quand je vais publier la donnée, toute la donnée, donc le jeu de données et les rapports sont cryptés. Ils partent sur Azure, ils sont décryptés quand ils arrivent sur Azure, donc il y a un super niveau de sécurité. Et tout le jeu de données et les rapports sont stockés sur Azure. Et ensuite, les utilisateurs dans l'entreprise vont pouvoir se connecter en mode web avec leur téléphone, mais aussi, et ça c'est un très bon point de la part de Microsoft, pour ceux qui sont nostalgiques des tableaux croisés dynamiques dans Excel, tout le jeu de données qu'on a conçu. Donc, si tu peux remontrer peut-être le jeu de données, ou alors attaquer le jeu de données avec Excel. Je ne sais pas si tu peux le faire, Alexandre. Tu as Power BI pour Excel, à tout hasard? Je ne sais pas si, Alexandre, tu as Power BI pour Excel. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Ah, pardon. Les aléas du... J'avais pas fait gaffe. Donc du coup, il s'appelle Power BI terminé, mon jeu de données, donc c'est un nom un peu nul, désolé. Ici, si je fais analyser au niveau de mon jeu de données, analyser dans Excel, donc ça me télécharge un point ODC. Un point ODC, c'est un lien qui va, en fait, ça va ouvrir Excel avec un lien entre, avec le lien qui pointe vers le jeu de données Power BI. Hop, là voilà, ça m'a ouvert un fichier Excel. Il y a deux façons de le faire. Hein. C'est soit je me fais le point ODC, soit directement dans l'onglet Power BI dans Excel, je peux me connecter à mon jeu de données, un peu comme je me connecterais, pour ceux qui connaissent les cubes, je me connecterais à un cube. Non, même pas là, je pensais à l'onglet Power BI, Alexandre, que tu as. Je vois un onglet Power BI là. Tu l'utilises peut-être. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et là, je peux naviguer. Voilà, je peux naviguer, aller choisir en fait directement mon jeu de données. Le Power BI terminé. Voilà, le Power BI terminé. Dataset ou rapport, peu importe. Tu peux prendre des rapports, ça fonctionnera très bien, Alexandre. Et en fait, quand je me connecte comme si je me connectais à un cube. Et là, vous allez retrouver, voilà, on retrouve finalement tout ce que j'ai modélisé dans Power BI. Je retrouve mes mesures, je retrouve mes champs qui sont traduits, retravaillés. Voilà, tout. Donc la donnée que j'attaque là passe bien par l'ETL. Et là, en fait, avec Excel, je suis connecté en direct sur Azure. Donc mes utilisateurs, mes end-users, ceux qui consomment de la donnée dans l'entreprise, peuvent se connecter en TCD avec Excel. Ils font leur TCD, ils l'enregistrent sur leur poste, et s'ils ont eu la licence Power BI, ils reviennent 3 mois plus tard. Le rapport Excel a été mis à jour en automatique parce que le chaînage est complet. Excel est connecté à Azure, qui lui-même est connecté à ma source de données sur l'ERP, et le rafraîchissement est programmé en automatique. D'accord ? Donc ça, c'est des concepts où il faudrait vous montrer des schémas d'architecture, mais sachez qu'en tout cas, l'outil, pour les utilisateurs dans l'entreprise, ils se connectent par le biais du portail web que vous voyez là. Voilà. Et donc là, voilà à quoi ça ressemble quand je suis sur le portail web. Donc, voilà, il navigue de manière super native entre les rapports, et ça ressemble exactement à ce qu'on a designé sur le Power BI Desktop, sauf que je suis en mode web. J'ai donc des fonctionnalités supplémentaires pour commenter les rapports. Par exemple, je peux faire dialoguer avec mes collègues. Là, si tu tapes, par exemple, Alexandre @Benjamin, dans le... Voilà. @Benjamin. Donc là, ça va m'admentionner, Benjamin Crépel. Peux-tu m'expliquer pourquoi tel ou tel film ou telle donnée? Donc là, j'ai vraiment tout un chat autour de la donnée. Et puis moi, en automatique, je vais recevoir un mail.
je vais pouvoir consulter les rapports comme je les consulterais normalement, faire du TCD parce que le TCD est connecté à Azure également, mais également le visualiser en mode mobile. Alors ça, là, on ne pourra pas vous le montrer parce il aurait fallu faire une petite page mobile et puis qu'on puisse vous streamer un téléphone, mais il y a toute la partie mobilité. Ça me permet donc, dans un usage d'entreprise, par exemple, le commerce a besoin d'accéder quand il est en clientèle à des stocks, un encours client, un historique client de commandes, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci, on peut lui faire un petit rapport Power BI pour mobile où il y a un champ de recherche où donc je peux taper sur mon téléphone le nom d'un client et en automatique, ça va aller rechercher voilà, sur mon ERP les données que je souhaite. Le dernier truc sur les commentaires en plus que j'ai envie de rajouter, c'est hyper intéressant, c'est que du coup j'étais voilà, par exemple, je me suis placé en 2008, j'ai écrit un commentaire en 2008 et en fait quand je reclique ici sur une petite icône, ça me remet l'état de mon visuel au moment où j'ai créé mon commentaire. Donc comme ça on peut vraiment discuter et bien visualiser la donnée qu'on voyait. Si je lui dis en 2008, selon la lumière, ok, ça a bien marché, il me fait ah bon, enfin moi je le vois pas parce que je suis sur 1989, 2019, ça ne me parle pas. Heureusement, on a ce petit bouton qui nous permet de remettre le visuel au moment du commentaire. Alors, j'ai pas mal d'autres questions. Le lien avec un Cubolap, oui, on peut se connecter à un Cubolap avec Power BI, mais surtout, maintenant, chez Microsoft, ça a été voulu un peu penser comme ça. Power BI est là pour remplacer les Cubolap dans la mesure où je peux me connecter avec Excel comme sur un Cubolap, et que je peux faire mes mesures dans Power BI avec le DAX, qui s'appelle le langage tabulaire, et que c'est beaucoup plus rapide que la technologie des Cubolab, qui est la technologie MDX. Maintenant, chez Microsoft, l'usage va progressivement, l'usage Power BI va progressivement remplacer les Cubolab. Voilà. Ou en tout cas, les Cubolab vont passer en tabulaire, c'est déjà le cas maintenant sur toutes les nouvelles versions d'SQL. Plusieurs questions liées, du coup, le fait que j'ai parlé d'Azure, ça suscite pas mal de réactions. Azure, il faut savoir que, oui, Power BI, tout passe par Azure en standard. Azure, c'est un tenant privé Azure. Aujourd'hui, le tenant Azure en France, c'est un tenant qui est agréé données de santé. Donc, c'est le plus haut niveau d'agrément en France sur la privacy des données, le respect de la RGPD, etc. Les données sont cryptées de bout en bout. C'est sur un tenant qui est propre à votre entreprise. Quand je passe à Power BI Pro, c'est un service qui est payant. C'est pas pour rien qu'il est payant. Vous avez un tenant qui est créé pour vous, où c'est uniquement vos données, où Microsoft s'engage dans les conditions générales à évidemment ne surtout pas les utiliser et à supprimer vos données si demain vous arrêtez Power BI. Donc oui, effectivement, quand on est sur Power BI Pro, et que le fonctionnement normal de Power BI, Power BI envoie les données sur Azure. Ça apporte plein d'avantages parce que quand je suis en situation de mobilité, quand je me connecte avec l'application iOS ou Android, l'application iOS, elle pointe sur Azure, elle pointe pas sur mon serveur interne. Donc c'est beaucoup plus flexible et on va dire mobile. Voilà. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir Power BI en local sans passer par Azure? C'est possible. Il faut juste avoir le budget. C'est pas donné. Ça nécessite une licence SQL Server Enterprise avec du coup un serveur Power BI dédié. Ticket d'entrée autour de, je dirais, 50 kg à peu près. Juste la licence, je parle Power BI Enterprise. Au lieu de 9 € sinon par utilisateur, apparemment. Comment passe-t-on de Cubolap à Power BI sans perdre de l'analyse? Alors, si le Cubolap
et c'est un cube tabulaire, alors là, c'est des questions techniques. Hein. Si le Cubolab, c'est un cube tabulaire, c'est très simple. En fait, Power BI se connecte en direct sur le cube tabulaire et c'est bon. Si c'est un cube dans l'ancien langage MDX, il faut tout refaire. L'actualisation des données peut être programmée, ouais. Il y a ça en standard, c'est jusqu'à 8 fois par jour. Ça peut être programmé jusqu'à 8 fois par jour. Pour les rapports qui sont en mode import. Pour les rapports qui sont en mode ce qu'on appelle direct query, temps réel, ben là c'est du temps réel, donc il n'y a pas de programmation puisque on n'en a pas parlé, mais Power BI peut faire du temps réel, peut faire de mode import, peut faire de l'hybride, c'est-à-dire mixer de l'import et du temps réel. Donc, oui, on peut programmer jusqu'à 8 fois par jour en automatique le rafraîchissement des données. Ça se fait dans Power BI Pro. En fait, là, c'est ce qu'est en train de montrer Alexandre. Toute l'administration du rafraîchissement et de la gestion de droits se fait dans Power BI Pro. Donc, si j'ai pas accès, si je ne paye pas mes 9 € par utilisateur et par mois, je peux faire mes rapports dans mon coin, mais ça s'arrête là. Je ne peux pas gérer de droits et de rafraîchissement automatique. Sécurité RGPD est vraiment clé. Alors, j'ai des questions liées à la sécurité. Là, je vous laisserai vous renseigner sur Azure et le niveau de sécurité d'Azure, mais tous les clouds n'ont pas les agréments données de santé, qui est le plus haut niveau d'agrément demandé en France au data center. Azure, là, les données, elles restent en France. À Paris, et avec, en cas de catastrophe majeure, une réplication à Marseille. Donc, il y a 2 grands data centers Azure en France. Vos données, elles restent donc sur le territoire français avec les règles franco-françaises et sont cryptées de bout en bout, du départ de votre entreprise jusqu'à l'arrivée sur Azure, c'est-à-dire si les paquets sont interceptés entre les deux, ils sont illisibles puisqu'ils sont cryptés. Voilà, je ne sais pas si, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres remarques ou questions. Alors nous, sinon, le live arrive à sa fin. Notre métier chez Oleap, c'est de vous accompagner sur ces sujets-là. Que vous soyez déjà sur la techno et que vous ayez besoin d'aller plus loin, donc on est centre de formation, il faut le savoir, certifié Datadoc, mais je crois qu'il ne faut plus dire Datadoc parce que ça est en train de changer. Mais on fait aussi du projet, que ce soit du projet clé en main parce que vous avez un projet d'entreprise ou du projet en répartition de charges, c'est-à-dire vous avez des compétences en interne, mais pas toutes, et ben on peut se répartir le travail ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on creuse le sujet lié à votre entreprise. Merci à tous d'avoir été présents ce matin. C'était une première. Dites-nous si vous voulez qu'on rejoue ça sur des formats différents. Il y a par exemple, alors moi j'ai très envie de le faire, il faut qu'on creuse le sujet, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans Power BI. Il y a la fonctionnalité Power Apps. Vous en avez peut-être entendu parler. Power Apps, c'est l'application low-code de Microsoft. Ça permet de faire des applications internes d'entreprise. Et Power Apps, ça a été intégré à Power BI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Power BI, potentiellement, va bientôt pouvoir restituer de la donnée, mais aussi permettre d'en saisir. On n'a pas encore testé parce que c'est une feature qui vient d'arriver là, qui est encore en bêta d'ailleurs, je crois, ou qui vient tout juste de sortir. Donc on pourrait refaire un live pour, alors là c'est un live peut-être un peu plus technique, mais pour utiliser Power BI à la fois en tableau de bord, mais aussi saisir par exemple des budgets, des objectifs. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire. Donc, n'hésitez pas à nous dire si, en tout cas, le format live vous plaît. On pourrait rejouer ça avec plaisir. Voilà. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup à toi, Alexandre, d'avoir à la fois préparé le contenu et tout ça. Et pour si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans vos entreprises qui n'ont pas été présents ce matin, on le rejoue parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Donc on le rejoue jeudi prochain, c'est ça, si je ne me trompe pas, Alexandre ? Ouais.
jeudi prochain à 10h. Très bonne journée à tous, bon week-end, et puis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.